Électrochoc, le podcast des électrons libres. La France, championne du logement social et du mal logement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un paradoxe bien français. Comment, avec l'un des plus grands parcs de logements sociaux d'Europe et des milliards dépensés en aide, on se retrouve avec 4 millions de personnes mal logées? C'est une question qui met vraiment en colère, Max. On a l'impression de verser de l'eau dans un panier percé. On dépense 16 milliards d'euros par an rien que pour les APL. On a 4,5 millions de logements sociaux et pourtant le problème persiste. Et même s'aggrave, c'est frustrant. Exactement. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'on ne construit pas assez, et c'est en partie vrai. Le coût de la construction explose, notamment à cause de réglementations environnementales de plus en plus complexes, et les maires sont souvent très frileux à l'idée de délivrer des permis de construire. L'offre est complètement étouffée. Et du côté de la demande, ce n'est pas mieux. L'accès à la propriété est devenu un parcours de combattant pour les ménages modestes. Les conditions d'emprunt se sont durcies, les droits de mutation sont élevés. Résultat, tout le monde se rabat sur la location, et notamment sur le logement social. C'est là que le bât blesse. Ce système, pensé pour être un tremplin, est devenu une sorte de piège doré. On a 2,8 millions de ménages en attente d'un logement social. Une file d'attente interminable. Et pourquoi? Parce que le système est victime de son propre succès, si on peut dire. C'est plus qu'un succès, c'est un dysfonctionnement majeur. En théorie, 70% de la population française est éligible au logement social. C'est énorme. On ne peut évidemment pas loger tout le monde. Et pendant que des familles précaires attendent des années, on a des centaines de milliers de foyers, parfois très aisés, qui occupent ces logements sans en avoir réellement besoin. C'est ce que les économistes appellent l'effet Mathieu. Un nom un peu savant pour un principe très simple, presque biblique. On donnera à celui qui a déjà et on enlèvera à celui qui n'a pas. En voulant être sûr de toucher les plus pauvres, on a tellement élargi les critères que le système profite à tout le monde, sauf, parfois, à ceux pour qui il a été créé. Les chiffres sont parlants. Les ménages les plus pauvres vivent autant dans le parc privé que dans le parc social. Ce n'est pas normal. Et en parallèle, on estime qu'1 million de personnes, qui sont bien au-dessus des plafonds de revenus, occupent indûment un logement social. Et une fois qu'on y est, on y reste. Le taux de rotation dans le parc social est de 8% par an. Dans le privé, c'est 24%, soit 3 fois plus. C'est logique. Pourquoi quitter un logement où le loyer est à 6,20 € le mètre carré quand le marché est à 14 €? Personne ne le ferait. Absolument. Le discours du logement social, c'est un peu « j'y suis, j'y reste ». On voit même que l'âge médian des locataires est de 53 ans, contre 42 ans dans le parc privé. Le système profite beaucoup aux ménages installés, notamment des retraités qui ne sont plus dans la précarité, pendant que les jeunes travailleurs galèrent. Et ça crée une inertie terrible. Le logement social ne fait pas que mal ciblé, il immobilise les gens. Les zones les plus dotées de HLM ont souvent un taux de chômage bien plus élevé que la moyenne. Un bénéficiaire est en quelque sorte prisonnier d'une zone peu dynamique, incapable de saisir une opportunité d'emploi ailleurs parce qu'il perdrait son logement à bas coût. C'est un vrai frein à la mobilité et à l'ascenseur social. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord, mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour rendre le système plus juste et plus efficace. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. L'idée centrale, c'est de changer complètement de perspective. Au lieu de subventionner les murs, c'est-à-dire les logements, on subventionne les personnes. On passe du logement social au ménage social. Explique-nous comment ça fonctionnerait concrètement. L'idée est de fusionner toutes les aides existantes, APL, avantages de loyer en HLM, etc., en une seule et unique allocation personnalisée. Cette allocation serait calculée en fonction des revenus réels et de la situation du ménage. On cible beaucoup mieux, on donne plus à ceux qui ont vraiment besoin et on arrête de saupoudrer. D'accord, donc on concentre les moyens. Et comment on évite que les propriétaires augmentent les loyers en sachant que le locataire est aidé? C'est le point clé. L'aide serait versée directement au bailleur et non au locataire. Quand un propriétaire met son bien sur le marché, il ne sait pas si le futur locataire bénéficiera d'une aide ni de combien. Sa seule référence, c'est le prix du marché. Il n'a aucun intérêt à gonfler son loyer, sinon il ne trouvera personne. C'est malin. Prenons un exemple. Un couple, Pauline et Yacine, qui sont aides-soignantes et commis de cuisine. Aujourd'hui, ils sont peut-être dans un HLM en banlieue, loin de leur travail à Paris, pour un loyer de 450 €. Exactement.
Avec ce nouveau système, ils pourraient louer un appartement dans le parc privé, beaucoup plus près de leur travail, pour un loyer de 750 €. Comme leurs revenus sont modestes, ils continueraient de ne payer que 450 € de leur poche. L'État verserait directement les 300 € de différence aux bailleurs. Le gain est énorme pour eux. Ils réduisent leur temps de transport, gagnent en qualité de vie et peuvent se rapprocher des bassins d'emploi. Ils ne sont plus prisonniers d'un HLM situé dans une zone spécifique. Ils retrouvent une liberté de choix. C'est ça l'idée. On fait passer le parc de logements potentiels de 4,5 millions à 38 millions, soit la totalité du parc locatif français. Et pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut en parallèle libérer la construction pour créer un choc d'offres et éviter que les loyers ne s'envolent. Et ce qui est fort, c'est que cette réforme ne coûterait pas 1 € de plus. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle dépense, mais de réallouer les aides existantes de manière beaucoup plus intelligente et juste. On met fin aux ghettos, aux listes d'attente interminables, aux abus de certains ménages aisés, on redonne de la mobilité aux salariés, ce qui est bon pour l'emploi, et on aide vraiment les plus précaires. Et pour gérer un système aussi personnalisé, qui s'adapte en temps réel à la situation de chacun, on pourrait s'appuyer sur les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, pour calculer les aides de manière juste et automatique. En résumé, on a la possibilité de transformer un système à bout de souffle en un outil puissant de justice sociale et d'efficacité économique. Une réforme qui protège les plus fragiles, punit les abus et redonne du sens à l'action publique. La vraie question finalement, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.